Les négociations de la COP28 se poursuivent à Dubaï. Une semaine après le début de cette rencontre planétaire annuelle, comment se positionne le Maroc? Quel poids et quelle influence existe-t-il au niveau national, continental et international? Invité de la matinale de Médien TV, Khalid Temsamani, professeur expert international en changement climatique et en biosécurité, nous livre son avis. Le Maroc défend les stratégies basées sur le renouvelable, ça c'est un. Le Maroc a en juin 2022 déposé une nouvelle NDC, ou National Determined Contribution, la contribution déterminée au niveau national marocaine, encore plus ambitieuse avec un taux d'atténuation de 45,5% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national et pour l'horizon 2030. Donc déjà c'est un très bon positionnement qui a été acclamé par la majorité des pays présents ici, mais aussi le Maroc fait partie du groupe africain, ça c'est un, et le Maroc fait partie du groupe G77 plus la Chine, donc bien sûr, et le groupe arabe. Donc son positionnement au sein de chaque groupe de pression, chaque groupe de négociation est très important parce que ça lui permet d'avoir un appui de ses amis, de ses alliés au sein de chaque groupe, mais en plus, ça lui permet aussi de mener un peu le peloton vers plus d'ambition. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que maintenant, malgré le fait que l'Afrique, elle émet pas beaucoup, elle émet 4 à 5% des émissions globales de gaz à effet de serre. Mais l'Afrique subit ces effets-là. Mais l'Afrique fait des efforts. L'Afrique se lance vers le renouvelable. L'Afrique se lance vers la préservation de la biodiversité. Alors, regardez, par exemple, le fonds bleu du bassin du Congo qui a été mis en place en partenariat avec le Maroc. Ça, c'est très important parce que ça va permettre de financer des projets sur le terrain, des projets d'agriculture durable, intelligente, des projets de préservation des ressources en eau, les forêts. On a oublié de parler des forêts, c'est très très important. Donc tout ce qui peut faire des puits de CO2, tout ce qui peut capturer le CO2 de l'atmosphère est considéré comme des projets viables, des projets acceptables pour être financés. Maintenant, il faut renforcer les capacités à ce niveau-là parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accès à des financements climat est de plus en plus difficile. N'oublions pas que dans le cadre de la finance climat, qui est la clé de tout ça, hein, c'est vraiment la chose que tout le monde vient rechercher ici à la COP, c'est que c'est des financements qui ne doivent, on ne doit pas penser que c'est des financements qui doivent toujours venir de l'étranger. Ça, c'est vraiment des choses à corriger, des compréhensions à corriger. Les financements climat peuvent être des financements domestiques du pays lui-même. Donc chaque pays doit revoir sa politique financière, revoir comment flécher ses budgets ou ses lois de finances vers des projets qui soient amis à l'environnement, qui soient liés au climat. Parce que finalement, c'est en travaillant sur des projets climatiques qu'on va créer de la richesse, qu'on va créer de l'emploi. Donc ça, c'est clair et net. Donc c'est un exercice pédagogique à faire, aussi bien au niveau des politiques qu'au niveau des partenaires. Et si vous me permettez, si à la COP, est-ce que vous me permettez juste de rajouter que la science a dit son dernier mot, la science a expliqué les choses, et pour cela, on a mis en place il y a 3 jours ici à la COP28, j'ai eu le plaisir de mener ce side event, c'est qu'on a mis en place une plateforme Science Policy Platform, c'est une plateforme science politique pour que les scientifiques et les politiciens puissent dialoguer ensemble sur des questions de vulnérabilité climatique de leur pays. Donc maintenant, il s'agit de quoi? Eh bien d'un exercice des deux côtés pour qu'on puisse faire comprendre aux politiques quelles sont les problématiques qui existent, parce que c'est finalement eux qui doivent prendre les bonnes décisions pour préserver l'avenir de notre planète.